Europe 1. Le journal de 6h, Fanny Marceau, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Comment négocier la paix en Ukraine après le sommet qui s'est tenu à la Maison-Blanche lundi soir, annonçant une rencontre Poutine-Zelensky dans les 2 semaines à venir? Les discussions vont bon train. Aujourd'hui, les chefs d'état-major des 32 nations membres de l'OTAN vont se réunir en visioconférence pour évoquer la progression des efforts diplomatiques. Hier, la coalition des volontaires s'est également rassemblée pour échanger sur les mêmes questions avec Alexis de la Fontaine, une figure qui tente de se placer au cœur des négociations, c'est Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron endosse le rôle du président hyperactif, présent sur toutes les photos, participant à toutes les réunions de la coalition des volontaires jusqu'au Conseil de l'Europe. Il se place au cœur des négociations, car selon lui, le temps presse. Donc les 15 jours qui viennent sont absolument critiques. Nous, pour finaliser le travail avec les Américains, pour mettre de la substance sur les garanties de sécurité, très important. Mais surtout, on va lever les ambiguïtés. Est-ce que le président Poutine veut vraiment la paix ? On le saura. S'il fait cette réunion à 2 puis à 3, c'est qu'il le veut. Emmanuel Macron souhaite également rencontrer Vladimir Poutine lors d'une réunion quadrilatérale. La diplomatie, ce n'est pas de la morale, justifie le président, alors que son homologue fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Mais avant cela, la première étape reste la réunion entre les présidents russes et ukrainiens dans les prochains jours. Vladimir Poutine propose Moscou, Emmanuel Macron plaide pour Genève, en terrain neutre, ce qui signerait une première victoire pour le chef de l'État. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Emmanuel Macron accusé par Benyamin Netanyahou d'alimenter le feu antisémite en France. Dans un courrier, le Premier ministre israélien se dit préoccupé par la montée de l'antisémitisme en France et appelle le chef de l'État à, je cite, remplacer la faiblesse par l'action, l'apaisement par la volonté et à le faire avant une date claire, la nouvelle année juive, le 23 septembre prochain. Dans sa réponse, Emmanuel Macron, qui entend reconnaître l'État palestinien le mois prochain, dénonce une analyse, je cite, erronée et abjecte, jugeant que la période exige gravité et responsabilité, pas amalgame et manipulation. Emmanuel Macron très accaparé par la scène internationale, mais qui s'exprime ce matin dans Paris Match sur la politique intérieure. Oui, le chef de l'État qui apporte son soutien à son Premier ministre. François Bayrou est mon ami et mon compagnon de route. J'espère qu'il restera jusqu'en 2027, dit le président, appelant les oppositions à la stabilité et à ne pas censurer le gouvernement lors du vote sur le budget au Parlement à la rentrée. Le gouvernement et notamment le binôme Retailleau-Darmanin qui ne chôme pas cet été. Le garde des Sceaux, par exemple, a serré la vis hier au mariage frauduleux. Le ministre assure faire de la lutte contre ces unions une priorité gouvernementale. Gérald Darmanin a adressé une circulaire au procureur exigeant une vigilance accrue et prônant le report des célébrations en cas de doute sur l'intention matrimoniale. Écoutez-le. Je veux assurer aux maires de France notre parfait soutien au ministère de la Justice pour lutter contre les mariages frauduleux. Le maire ou l'officier d'état civil, quand il marie, il ne le fait pas en tant qu'élu, il le fait en tant qu'agent de l'État. J'ai demandé par cette instruction de pouvoir faire confiance par nature au maire et lorsqu'un mariage est frauduleux, il ne faut pas qu'il puisse se dérouler. Moi je souhaite désormais que les procureurs de la République soutiennent les maires lorsque les informations que les maires leur donnent une suspicion assez importante. Le mariage c'est l'épreuve d'un consentement, c'est fonder une famille sur le territoire national, quelle que soit sa nationalité bien évidemment, mais c'est pas utiliser les règles de la République pour pouvoir détourner une belle institution républicaine. Le ministre de la Justice interrogé par Stéphane Burgat lors d'un déplacement hier à Nîmes. Gérald Darmanin qui répond ainsi aux alertes lancées par plusieurs maires dont celui de Béziers. Robert Ménard, il sera notre invité sur Europe 1 à 7h10. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 6h05. Des violences physiques, des humiliations et puis la mort en direct sur Internet lundi matin du streamer français Jean Portmanov. Raphaël Graven, de son vrai nom, 46 ans, est mort à Contes, petit village des Alpes-Maritimes, après une dizaine de jours à subir les maltraitances de ses comparses en direct sur la plateforme Kik. Un live dont se délectaient des milliers d'internautes sur ce site concurrent de Twitch, site autorisé en France, mais souvent critiqué pour ses contenus violents. Et c'est justement le cœur de cette affaire, Jean-Baptiste Marty. Des coups au visage, des actes de strangulation, mais aussi des scènes d'humiliation, comme devoir se dévêtir devant des milliers de spectateurs. Voilà ce qu'endurait Jean Portmanov au quotidien de la part des streamers qui l'accompagnaient dans ses vidéos. Alors même si aucun lien pour le moment n'est établi entre cette mort et les actes de barbarie
subi pendant des mois. Une enquête est tout de même en cours pour faire la lumière sur cette affaire, surtout que ses acolytes avaient déjà été placés en garde à vue en janvier dernier pour des soupçons de violence sur la victime. Jean Pormanoff, qui avait aussi écrit à sa mère il y a quelques jours pour dire qu'il se sentait séquestré, lui qui était obligé de faire ses vidéos car il était lié à la plateforme par un contrat. Ce qui interroge, c'est donc cette plateforme australienne Kik. Comment se fait-il qu'aucun signalement n'a été fait? C'est pourtant le rôle de l'Arcom. Le régulateur de l'audiovisuel se défend en assurant qu'il n'existe aucun interlocuteur direct avec l'entreprise. De son côté, la ministre déléguée chargée du numérique, Lara Chapaz, annonce avoir effectué un signalement Pharos. Jean-Baptiste Marty du service police-justice d'Europe 1. En Guadeloupe, un féminicide à l'origine de l'incendie d'un appartement dimanche. Oui, selon la procureure de Pointe-à-Pitre, la locataire de 34 ans et sa fille de 17 ans auraient été tuées par son ex-conjoint, âgé de 52 ans, qui se serait ensuite immolé par le feu. Une enquête pour assassinat a été ouverte, une cellule psychologique mise en place sur le site de la résidence. C'est un fléau que Gérald Darmanin avait tenté d'enrayer en 2022 quand il était place Beauvau, que Bruno Retailleau a également pris à bras le corps, mais les rodéos urbains persistent. Et puisqu'ils sont pris en chasse dans les grandes villes, ces motards délinquants s'exilent de plus en plus à la campagne. Dans l'Oise, le petit village de Silly-le-Long, 1200 habitants, n'en peut plus. Entre les vrombissements des engins et les risques pour la sécurité du quotidien, la situation est intenable et elle est encore plus insupportable pendant l'été. Reportage Europe 1, Charles Bouchin. C'est à 500 mètres de la maison de François et Julia que se déroulent des courses sauvages de moto. En bordure de la commune de Silly-le-Long, les motards font rugir leurs machines et enchaînent les allers-retours. On a l'impression d'avoir un terrain de cross dans le jardin. Ça nous arrive même de rester à l'intérieur vu que dès qu'on sort, c'est bruit de moto sur bruit de moto. Quand il n'y en a pas beaucoup, c'est 5-6 motos. Quand il y en a beaucoup, ça monte à 30 ou 40 motos. Tous les jours, les moteurs tournent de 17h jusqu'à la tombée de la nuit. Nous, le soir, quand on essaye d'ouvrir les Velux, on entend tout. On a des enfants, c'est pas très pratique pour qu'ils puissent s'endormir. Et les rodéos s'invitent même en plein cœur de la commune, stop grillé et céder le passage non respecté, le tout en roue arrière. Audrey craint pour la sécurité de ses deux enfants. Il y a quand même beaucoup de petits ici, donc eux ils jouent sur le square, ils font pas attention à savoir s'il y a des motos ou quoi qui vont débouler. Et on essaye de leur dire, mais bon forcément après ça peut vite déraper. Les rodéos urbains sont interdits dans beaucoup de villes, les pilotes se réfugient donc à la campagne. Le maire Daniel Lefranc. Ils viennent de Sarcelles, de Aulnay, de Creil, d'autres banlieues de la région parisienne. C'est rageant parce que ces gens ont travaillé toute la semaine, ils espèrent être bien tranquilles. Et puis ils vont arriver à la banlieue, il y a quand même un problème de fond. Il espère désormais que l'État prendra un arrêté prochainement pour interdire la présence de ces motos. Un reportage signé Charles Bouchin. Ça y est, les vendanges ont débuté en Alsace. Oui, la récolte du crément s'est ouverte hier dans une partie de la Champagne. On a aussi commencé à décrocher les grappes, mais comme tous les ans, la grande difficulté des vignerons, c'est le manque de bras. S'ils peuvent toujours compter sur des habitués qui reviennent chaque année, ça ne suffit pas. Il faut donc redoubler d'anticipation et d'inventivité pour trouver des vendangeurs. Aurélien Fleureau. Chaque année en Champagne, entre 100 et 120 000 saisonniers sont recherchés, alors il faut s'y préparer très tôt, explique Maxime Toubar, président du syndicat général des vignerons de Champagne. On a beaucoup travaillé avec France Travail ces derniers mois pour pouvoir mettre en relation des demandeurs d'emploi et des employeurs. Donc quand le raisin est mûr, il faut le couper, donc il faut du monde. C'est pas simple. Donc on fait venir les gens des pays de l'Est aujourd'hui en particulier, qui viennent et puis on essaie de faire revenir d'année en année. Une cellule de recrutement a donc été mise en place pour la deuxième fois à Épernay, après avoir permis plus de 1700 recrutements l'an dernier. Très utile, mais insuffisant pour couvrir tous les besoins. Alors, les partenariats se multiplient. On a un deuxième dispositif, par exemple, qui est un accord avec l'Université de Reims, qui permet aux étudiants de sécher les cours une semaine, voire dizaine de jours, pour venir faire les vendanges au lieu d'aller à l'école, donc à la rentrée. Et cette année, ce sera peut-être un peu plus facile de trouver de la main-d'œuvre en Champagne. Les vendanges démarrent plus tôt que d'habitude. Les étudiants qui vivent dans d'autres régions peuvent venir travailler quelques jours sans pour autant manquer leur rentrée. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. En football, la défaite de l'OM vendredi à Rennes aura laissé encore plus de traces que prévu. Impliqué dans une bagarre avec son équipier Jonathan Rowe après le match, Adrien Rabiot a été placé sur la liste des transferts hier par son club qui s'apprête donc à se séparer de son meilleur joueur. Dans un communiqué, l'Olympique de Marseille assure que cette décision a été prise en raison d'un comportement inadmissible dans le vestiaire, en accord avec le staff technique et en application du code de conduite interne du club. Un millionnaire de plus en France. Le jackpot maximum
maximale de l'euro-million a été remportée hier. 250 millions d'euros, nouveau record national. La dernière fois, c'était 220 millions, c'était en 2021. Selon le classement 2025 du magazine Challenge, le vainqueur va intégrer le classement des 500 personnes les plus riches de l'Hexagone. Qu'est-ce que vous feriez, vous, avec 250 millions d'euros? Je construirais un skatepark à l'arrière de ma maison. C'est une bonne idée. Merci beaucoup pour Mais j'achèterai une maison idée. d'abord, du coup. On va lui suggérer alors. Oui, L'ordre des peut-être commencer par priorités. là. Merci Fanny Marceau, Merci à vous. 6h11, la météo.